Merci d'être présent fidèlement à ces conférences Procléro. Nous continuons notre cycle de conférences sur le transhumanisme et l'éthique des nouvelles technologies. Et aujourd'hui, nous avons l'immense joie d'accueillir M. Yves Cazot, qui est membre de l'Académie des technologies, qui est le directeur des services, des systèmes d'information, directeur SI du groupe Michelin, qui est l'auteur aussi de plusieurs ouvrages, et en particulier sur cette question du transhumanisme. Cher Monsieur Cazot, je suis très touché que vous ayez accepté notre invitation, en sachant que vos bureaux ne sont pas dans le quartier, mais bien sûr à Clermont-Ferrand, donc c'est un effort supplémentaire pour vous que d'être présent aujourd'hui. Et nous nous réjouissons de vous écouter, parce que nous savons que vous suivez cette question du transhumanisme depuis plusieurs années, une question qui ne manque pas d'interroger votre propre activité professionnelle. Donc votre regard, votre analyse, votre expérience, votre réflexion nous intéresse. Peut-on mettre la singularité du transhumanisme sous contrôle? Nous allons le savoir. À vous la parole. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc je vais faire une petite manipulation pour amener l'ordinateur devant moi parce que j'ai des slides qui bougent. Ce sera plus facile. Voilà. Alors, est-ce que vous connaissez le robot Atlas qui est là? Si vous ne le connaissez pas, après, comme petite follow-up, vous pouvez faire un Google Robot Atlas fait par Boston Dynamics. Boston Dynamics, c'est une des sociétés les plus connues en robots. Ils font des robots pour l'armée américaine en particulier. Alors, le robot Atlas, en ce moment, là, je l'ai mis dans une posture dans la nature, parce qu'en fait, c'est un robot dont la vocation, c'est d'aider les militaires. Mais il a fait, il n'y a pas longtemps, un salto artérière. Et donc, la vidéo est facile à trouver. Et c'est assez spectaculaire. Voilà. Le titre est un peu compliqué. Il cherche à mettre 3 idées en un seul titre. Donc, on va parler de transhumanisme, on va parler de singularité, puisque dans le contexte général, la singularité est un concept qui joue un rôle important, et c'est un sur lequel je suis probablement plus à même d'intervenir, étant donné que je suis un informaticien, que j'ai travaillé sur l'intelligence artificielle depuis longtemps, et que les questions un peu sous-jacentes à la singularité, je les maîtrise un peu mieux que les autres. On va voir que le domaine dont j'ai parlé est très vaste, et je ne suis pas du tout un expert de tout. Donc, je pointerai ça un peu plus tard. Et après, évidemment, il y a le mot contrôle, puisque à la fin des fins, le mouvement qui est devant nous, ce dont je vais parler, il est en marche, il est difficile à arrêter. Donc la seule question qu'on peut se poser, c'est peut-on le contrôler? Parce que l'arrêter sera difficile. Alors, le plan que je vous propose est en 4 parties. Je vais d'abord, on va parler un petit peu de la course inexorable à l'augmentation. On va parler d'homme augmenté. Et le mot important ici, c'est inexorable. Alors là, vous avez une photo avec une personne et un robot. Et la question, c'est de savoir si vous avez repéré rapidement qui est le robot et qui est la personne. C'est un robot fait par des Coréens. Après avoir brossé rapidement ce panorama, je vais parler de singularité et creuser un peu cette promesse du transhumanisme sous un œil un peu critique. Parce qu'avant de se poser des questions, je dirais, éthiques, il faut déjà séparer la réalité technologique qui progresse à grands pas et les amplifications un peu médiatiques. Et donc, je voudrais essayer de clarifier un petit peu ce qui arrive et ce qui est plus prospectif, on va dire. Néanmoins, c'est donc un plan assez classique, thèse, antithèse, synthèse. Je reviendrai dans une 3e partie pour insister sur les sous-jacents technologiques pour dire que quand même, il se passe quelque chose. Le train est en marche, il est lancé à vive allure, et nous allons vivre 20 ans absolument passionnants devant nous. Voilà. Alors, dans ces moments passionnants, il y a aussi des moments légèrement angoissants, donc ça m'amènera à ma 4e partie pour parler du contrôle. Et pour se dire finalement, dans cette transformation en route, qu'est-ce qu'il est essentiel de protéger? Et c'est une question que je vais vous poser. Donc là, n'attendez pas de moi d'avoir les réponses. Ça ouvrira la partie aux questions-réponses après. Et mon objectif, c'est plutôt de vous sensibiliser. Je vais prendre une anecdote. J'ai un de mes
jeune camarade malien qui est venu me voir il y a quelques années pour faire une interview un petit peu comme ça, en disant moi je suis tchèque, et en Tchéquie, si on s'arrête à 5 heures pour prendre un café, les gens ne parlent que de ça. En France, c'est un sujet de spécialiste, il y a 2-3 ans. Or, vous allez voir, c'est évidemment quelque chose qui nous concerne tous. Donc cette quatrième partie cherchera à prendre un peu de recul, et alors je serai dans la ligne droite de votre conférence précédente. Donc, le transhumanisme, comme vous l'aviez défini, je vais tout de suite vous donner la définition de Max More. Donc, c'est une philosophie fondée sur la raison et un mouvement culturel qui affirme la possibilité et la désirabilité de l'amélioration fondamentale de la condition humaine au moyen de la science et de la technologie. Et tout en haut, je vous ai mis en titre la vision de Francis Fukuyama dans la fin de l'histoire, disant c'est l'idée la plus dangereuse de l'histoire de l'humanité. Et donc, vous avez un petit peu les deux visions. Je vous ai mis en référence le très bon livre qui s'appelle H+, le transhumanisme and its critics. Donc c'est un livre, si vous avez envie de creuser, c'est probablement la meilleure référence que je puisse vous donner. Je vous donnerai tout ça à la fin, qui montre c'est un dialogue entre deux groupes de philosophes, les pour et les contre. Et je m'en suis évidemment inspiré dans la construction de ce discours. Donc, je vais tout de suite séparer l'homme augmenté. Donc H+, est un faux né. C'est assez difficile quand on parle de H+, savoir si on parle d'augmentation. Et tous ceux qui ont fait un peu d'histoire de la technologie savent que l'augmentation de l'homme, ça date de la préhistoire. C'est-à-dire que depuis le départ, la technologie est là pour pallier nos faiblesses, nos faibles capacités, depuis le coup de poing taillé en silex jusqu'à toutes les inventions humaines. Donc l'augmentation, l'homme augmenté, on est dans une grande continuité, et évidemment, avec ce que vous allez voir dans les slides qui viennent, on a une accélération parce que la technologie progresse, mais on est dans une grande continuité. Le transhumanisme, et le trans veut bien dire ce qu'il veut dire, ça consiste à changer la nature humaine et à vouloir créer une espèce nouvelle. Alors ça va vraiment on trouve une assez grande variété d'opinions, mais si on va jusqu'à Hans Moravec, qui est célèbre pour avoir dit que de toute façon il était urgent que la planète se débarrasse des humains, c'était quand même une espèce assez limitée, et que personne n'avait pleuré les dinosaures, et que donc quand on arriverait à une nouvelle espèce, on serait également très content. Donc là, je vous cite évidemment un point singulier, un des plus extrêmes dans le clan extrême. Néanmoins, il faut bien retenir que dans le transhumanisme, et je vais l'illustrer un peu plus tard, il y a une vraie volonté de changer cette nature humaine, parce que on va se lamenter sur la faiblesse de notre corporéité, par exemple, ou d'autres limites telles que notre mortalité. Alors, quels sont les objectifs du mouvement transhumaniste? Et je m'appuie sur le livre de James Hughes qui s'appelle Citizen Cyborg, qui a un bon cyborg en anglais, qui est un bon manifeste transhumaniste assez équilibré et qui pointe aussi les difficultés à faire accepter cette mission. Mais donc, ce livre propose une cartographie en disant, le premier objectif, c'est donc de contrôler le corps et augmenter ses performances. Et là, vous avez en illustration la main bionique d'un chercheur qui est célèbre parce qu'effectivement, il est très content de sa main. Il fait partie des quelques personnes qui ont des prothèses extrêmement sophistiquées, qui disent publiquement que finalement, on voit bien que ce monde de demain, avec des nouveaux limbes, est parfaitement excitant et intéressant. La deuxième dimension, c'est celle de vivre plus vieux. Donc je vais y revenir parce que c'est quand même un des sujets sur lesquels il y a le plus d'investissements importants en ce moment aux États-Unis. Donc évidemment, on pense à Calico, on pense à plein d'autres. On pense à Aubrey de Grey et son institut pour la fin du vieillissement programmé, etc. Troisième dimension, être plus intelligent grâce à la technologie. Depuis la manipulation génétique, et c'est pareil, si vous avez un peu de temps, vous faites Google Designer Babies, et vous allez voir que l'eugénisme est de retour et qu'il y a beaucoup de travaux et d'efforts et de solutions pour préparer la programmation génétique, jusqu'à toutes les formes d'augmentation, et je vais revenir un peu plus tard sur comment on peut être plus intelligent grâce à la technologie. Et puis, quelque chose qui est assez frappant et aussi assez effrayant, c'est utiliser les progrès en nanosciences, neurosciences et biotechnologie pour régler nos déficiences d'humeur et donc faire du Prozac en version 3.0
qui nous rendra tous en permanence heureux, souriants et d'humeur égale. Et c'est probablement la partie qui fait le plus froid dans le dos. Alors, je vous ai dit, la mort de la mort, là j'ai repris un best-seller de Laurent Alexandre, ça fait partie des grandes ambitions, et pour ça on a un laboratoire qui a fait des progrès spectaculaires dans les dernières décennies, celui de la génétique et de la biologie. Donc en premier, il y a évidemment le fait d'utiliser l'ADN comme une boîte à Lego, donc puisqu'on l'a séquencé, maintenant pouvoir le décoder et jouer sur l'ADN de multiples façons. Donc on l'a dit en ogisme, avant la création de l'embryon, ou dans l'embryon, mais aussi bien après en thérapie génique, et en utilisant finalement le fait qu'on maintenant on sache manipuler cet AGN, CRISPR-Cas9 par exemple, et qu'on puisse faire beaucoup de choses pour travailler sur le vivant. Donc ça c'est la première clé à molette de la boîte à outils. La seconde, c'est de faire des nanorobots. Alors les nanorobots existent déjà. Il y a eu 2 ans, on a imprimé avec une imprimante 3D des espèces de tout petits poissons qui font quelques microns, un peu moins. À l'avant du petit poisson, il y a un composé chimique qu'on veut apporter, puis il y a une légère magnétisation. On vous injecte ça dans le sang et avec un aimant de l'extérieur, on vous fait naviguer le flux. Et ça permet d'amener des médicaments exactement là où on veut les amener. Donc ça c'est encore très artisanal par rapport à ce qu'on cherche à faire. Mais ça montre que ces nanorobots, ils sont déjà présents. Et je vous dis, il y a des concours de nanorobots à base d'ADN où en fait on oublie complètement le fait que c'est du matériau vivant. On l'utilise comme des boîtes à Lego et on fait des nano-hélicoptères, des nano-voitures, des nano-machines. On fait des tas de nano-trucs avec des brins d'ADN dont le côté vivant a été mis de côté et qui est juste une merveilleuse boîte à Lego de dimension nano. Alors évidemment, on peut se demander ce qui va se passer quand ces micro-machines rencontrent des ADN vivants. Ça pose des questions intéressantes. Troisième approche, toujours dans cet objectif de vous réparer en continu et donc de vous rendre progressivement immortel, c'est de partir des cellules souches et de faire de la culture d'organes. Donc ça, c'est pas du tout de la science-fiction, quelque chose qu'on sait faire, et c'est d'ailleurs probablement une très bonne voie d'un point de vue médecine pour réparer des organes défectueux et pour guérir des maladies. Et puis, la troisième approche, qui elle aussi existe en laboratoire, et on fait maintenant des choses assez extraordinaires, on fait de l'impression 3D de tissus vivants. Alors en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a une impression 3D d'une espèce de petite structure. Donc on commence à faire des cœurs, des foies, des petits. En général, c'est plutôt ça sur des souris de laboratoire pour l'instant. Et après, on amène l'espèce de soupe primitive des composants organiques qu'on resynthétise autour. Et vous trouverez, si vous faites un peu de recherche sur Google, des exemples où vous voyez l'impression 3D d'un petit cœur de souris, puis on le plonge dans le sang, il se met à battre. C'est assez spectaculaire. Et c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Alors tout ça, si au lieu de citer le livre de Laurent Alexandre, je vous avais parlé de Aubrey de Grey, ça permet de décrire un monde dans lequel on va en permanence vous envoyer des nanorobots qui vont vous guérir, vous reconstruire, pour aller, à plus ou moins brève échéance, vers un corps qui devient immortel. Je reviendrai un peu plus en deuxième partie sur ce que je pense de cette promesse. Troisième dimension, donc, celle de l'augmentation cognitive et donc du progrès de l'intelligence artificielle. Alors, ce qui est clair, c'est qu'effectivement, notre capacité une fois qu'on a mécanisé le raisonnement et la représentation de l'information, et on peut dire que c'est quelque chose qu'on sait déjà assez bien faire, même s'il reste des progrès à faire, la puissance paraît sans limite. C'est-à-dire que la capacité, les raisonnements qu'on sait faire sur ordinateur, on peut les faire de plus en plus vite au fur et à mesure que la vitesse des ordinateurs augmente. De la même façon, une fois qu'on sait stocker de l'information, les progrès constants de stockage et de réseau, il faut que cette puissance est également sans limite. Alors, grâce à cette puissance, on est en train de faire des progrès spectaculaires. Donc ce n'est pas le but proprement dit de cette conférence, mais je pourrais m'étendre dans les questions-réponses si ça vous intéresse. C'est vrai que là, entre 2012 et 2017, en particulier grâce aux réseaux neuronaux profonds et d'autres technologies, d'autres techniques, on a fait des progrès en reconnaissance des sons, des images, des situations assez spectaculaires. Et on peut dire, je ne sais pas qui utilise Siri dans la salle, quand on utilise Siri, on est encore assez frustré.
mais on peut dire que ces frustrations ont vraiment quelques années devant elles au maximum. On voit cette barrière qui va tomber. Et l'autre remarque, qui est une remarque de sociologue, c'est que de toute façon, l'idée de vivre avec une prothèse cognitive personnelle, c'est du passé maintenant. On vit tous avec notre smartphone. On a oublié de mémoriser, la capacité de mémoriser une centaine de numéros de téléphone parce qu'on l'a sur le téléphone. Il y a un certain nombre de choses où on sait déjà que c'est des capacités qu'on a perdues, puisqu'on l'a à portée de main en permanence. Vous voyez, il n'est pas loin. Donc, on se dit, au fur et à mesure que cette machine va être de plus en plus intelligente, la probabilité que nous, on le soit de moins en moins sur les mêmes secteurs d'activité est assez importante. L'assemblage de tous ces progrès, c'est-à-dire le fait qu'on raisonne de mieux en mieux, qu'on soit capable d'ouvrir un dialogue avec l'humain, ce qui est essentiel, et puis qu'on soit rentré dans ce monde de l'assistance, fait qu'il est plus que probable, on commence à les voir, que nous allons avoir en face de nous, dans notre environnement quotidien, des robots intelligents et autonomes. Et je vais y revenir parce que c'est évidemment les deux vont de pair, c'est-à-dire un robot qui ne serait pas du tout autonome nous apparaîtra vraiment comme intelligent, pas vraiment intelligent, et à l'inverse, dès qu'il est autonome, on va même probablement être amené à surestimer l'intelligence du robot. Donc ça m'amène effectivement à un monde dans lequel nous avons plein de robots. Donc, pour ceux qui sont cinéphiles, vous avez vu que je me suis amusé à illustrer la plupart de ces slides avec des images tirées de films, et à la fin, je vous donnerai les films dont ils sont tirés. C'est une bonne façon pour les vacances de Noël. Il y a d'excellents films à regarder. Donc, on est dans un monde très fortement robotisé. Moi, j'ai été très frappé il y a 5 ans déjà, ça date d'il y a 5 ans mon anecdote. J'ai visité l'usine de LCD de Sharp au Japon. J'ai dit qu'il fait 2,5 km², donc c'est vraiment très 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 grand. On voit. Et il y a 20 personnes en tout et pour tout, donc on ne les voit jamais. Donc on se promène dans une usine à perte de vue et on ne voit jamais un seul humain. Et évidemment, la première constatation que je me suis faite, c'est que la géopolitique allait changer, parce que dans ce genre d'usine, l'importance de la force de travail humaine, évidemment, a fortement diminué. Mais ça pose plein de questions intéressantes sur lesquelles je vais revenir. Foxconn a fait d'ailleurs une promesse. Donc Foxconn, c'est lui qui fabrique vos iPhones. Foxconn, c'est quand même un des grands manufacturiers asiatiques qui fait presque la moitié de nos gadgets. Il y a 300 000 personnes qui travaillent pour Foxconn. Et Foxconn a fait une promesse très forte en 2014, disant « Moi, j'ai investi massivement. Dans 3 ans, j'aurai 1 million de robots dans mes usines. » Les robots n'ont pas forcément cet aspect-là un peu caricatural. Ils sont autour de nous. Vos voitures qui vont être bientôt autonomes sont des robots autonomes. Votre Roomba qui est dans votre passe l'aspirateur ou votre tondeuse à la maison si vous avez un jardin. Tout ça sont des objets qui vont être de plus en plus intelligents et de plus en plus autonomes. Et puis on a cette industrie naissante au Japon, des robots de compagnie qui sont liés au déclin de la pyramide des âges et le besoin d'accompagner tous les futurs retraités. Et je vais aussi y revenir, parce que c'est un sujet qui pose plein de questions. Et tout ça, ce sont des transformations qui sont devant nous, qu'on peut voir. On n'est pas du tout dans la projection dans le futur. Alors maintenant, je vais prendre un peu plus de recul et je vais me poser la question de savoir si cette promesse transhumaniste et les promesses un peu subliminales de retarder le vieillissement jusqu'à l'immortalité ou de créer un monde dans lequel on sera tous augmentés par des petits implants qui auront décuplé la capacité de nos cerveaux, on va se demander quel est le degré de vraisemblance. Alors, la première chose qui est une évidence quand on a un peu de recul, c'est qu'il faut se méfier de la carte qui n'est pas le territoire et se méfier des gens qui vous expliquent tout ce qui va se passer dans les 20 ans à venir, et en particulier le livre d'Aubrey de Grey qui s'appelait Ending Aging, qui est un livre passionnant d'un point de vue scientifique, mais qui voilà ce qui va se passer dans les 20 ans et voilà comment on va casser le processus de vieillissement. Et en fait, chacune des étapes est une complexité absolue, ce sont des process qu'on maîtrise mal. On a à peu près 100 trillions de cellules dans un milliard de cellules dans le corps, et dans chacune, il y a à chaque seconde 100 milliards de réactions. Donc ça fait des ordres de grandeur. Or, on vous décrit que pour vous empêcher de vieillir, on va vous envoyer un petit robot qui va, je dirais, réaction après réaction, mettre le petit ingrédient qui vous manque. Au fur et à mesure que vos radicaux libres vieillissent, on va rajouter un peu comme
comme le mécanicien avec de l'huile, de la burette dans chacune des réactions, c'est juste pas très raisonnable ou très réaliste. En tout cas, c'est pas du tout à la portée de notre compréhension aujourd'hui. Et si on regarde un peu plus généralement, en fait, on est dans un phénomène très classique qui est... on commence à mieux comprendre, grâce au progrès des neurosciences, on commence à mieux comprendre un certain nombre de choses, des réactions élémentaires qui se passent. Mais entre commencer à comprendre et contrôler, il y a des ordres de grandeur, des siècles ou des millénaires de différence. C'est très difficile à savoir. Donc, il faut être un peu prudent. D'autant plus, et ça c'est une propriété du système complexe, donc je ferai un parallèle avec la météo tout à l'heure, mais on est dans des systèmes complexes dont le comportement est émergent, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez compris le comportement élémentaire d'un petit morceau, c'est très difficile de savoir ce qui se passe. L'exemple le plus classique, c'est les vols des oiseaux. Vous avez vu un vol avec un millier d'oiseaux, qui est un objet magnifique d'un point de vue esthétique à regarder. Et en fait, on sait maintenant que le comportement élémentaire des oiseaux est très simple, mais ça permet de faire une très grande richesse. La météo, c'est le même exemple. Il y a maintenant presque 60 ans, on s'est dit qu'avec des ordinateurs suffisamment puissants, on pourrait prédire la météo. Et puis depuis, on a eu Lorenz, on a eu un certain nombre de gens qui ont fait la théorie du chaos et qui nous ont montré que non. Voilà. Il y a des domaines mathématiques, des domaines en fait plutôt des domaines réels, dont la modélisation mathématique nous montre que de toute façon, ils ne sont pas, on ne peut pas les mettre dans une boîte, ils ne sont pas sous notre contrôle. Et vous aurez compris que ma vision sur le vieillissement, c'est qu'on est exactement dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on va progresser, d'ailleurs c'est bien, ça permettra de guérir des maladies, ça nous permettra de mieux vivre, mais pouvoir piloter le cycle du vieillissement me semble très très naïf. La deuxième chose qui est fascinante quand on regarde le transhumanisme, c'est qu'ils sont à contre-courant des 30 dernières années la compréhension scientifique de l'homme, qui est que la perception et la pensée sont indissociables et que nous sommes avant tout un corps et un esprit ensemble. Alors, c'était un débat philosophique, voire un débat éthique, on va dire jusqu'à 30 ou 40 ans, mais maintenant, ça n'est plus, c'est vraiment une avancée scientifique. On a plein d'exemples. On a les merveilleux travaux de Francisco Varela qui illustrent ça très, très bien, mais il y a des tas de choses, et donc des tas de preuves. Et si vous lisez un petit peu la vision, par exemple, de Ray Kurzweil, dont je vais reparler un peu plus tard, qui rêve de faire de l'uploading de notre esprit, notre processus cérébral dans une machine, il est à peu près clair que c'est probablement impossible, mais si ça l'était, votre cerveau privé de votre corps serait dans un état de dépression extrême, et en tout cas, ça ne serait pas vous, ça serait un autre objet. Il y a des domaines où on a vraiment fait des progrès spectaculaires, en particulier dans la vision, et je pense aux travaux d'Alain Berthoz ou de Stanislas Dehaene, enfin de tous les gens qui travaillent sur la vision. On sait que quand vous prenez une décision à partir de ce que vous voyez, la perception et la décision sont indissociables. Ce n'est pas du tout à la fin dans le cortex où la décision se prend. La décision se prend étape par étape avec un schéma extrêmement complexe, et c'est d'ailleurs assez fascinant, mais il est nous, en tant qu'être évolué capable de réflexion et de décision, on utilise notre corps à tous les instants. Et c'est là que le bas blesse, c'est-à-dire que si vous lisez les traités transhumanistes, ils sont remplis de ce que Anders appelle la honte prométhéenne, c'est-à-dire l'idée que face au robot et sa perfection mécanique, nous, notre corps et toute sa biologie et toutes ses imperfections, vraiment, ça serait tellement mieux si on était bien fait comme des robots. Et ça, c'est un non-sens d'un point de vue scientifique. C'est toute cette fragilité, toute cette complexité biologique nous nourrit et elle définit qui nous sommes. De la même façon, et alors là, je pourrais faire référence au best-seller d'Antonio Damasio, L'erreur de Descartes, on sait que quand on prend une décision, c'est en permanence une balance entre nos émotions et notre processus corporel. Donc, de la même façon, toujours, si on était capable d'abstraire notre processus cognitif et de le faire tourner sur une machine à côté, on n'aurait pas, entre guillemets, pris notre esprit. On aurait pris un composant, mais qui est totalement incomplet. Alors, je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Ce qu'il faut juste retenir, c'est qu'en fait, l'espèce de paradoxe, le transhumanisme arrive dans une vision extrêmement dualiste qui date d'il y a plusieurs siècles, au moment où la science a fait le chemin inverse. Donc là, on a un paradoxe tout à fait intéressant. Alors, je vais parler un peu de singularité, donc, qui est un concept dû à Ray Kurzweil et d'autres avant, mais donc popularisé, on va dire, par Ray Kurzweil, qui part sur une constatation qui est probablement exacte, qui est que vu la vitesse à laquelle les ordinateurs progressent, et donc on va dire
les capacités d'absorption d'informations et de raisonnement mécanisé progressent, on va bientôt arriver au moment où cette capacité aura dépassé d'abord celle d'un cerveau humain, puis même celle de l'ensemble des cerveaux humains. Et donc le point de Kurzweil consiste à se dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, les objets d'intelligence artificielle que nous manipulons, ils ne sont pas encore extrêmement convaincants, mais avec cette vitesse exponentielle de progrès des machines, ça va changer, et on aura, en 2040, nous dirait Kurzweil, un moment où les machines seront plus intelligentes que nous, et à ce moment-là, c'est elles qui vont s'occuper de la suite et qui vont prendre les bonnes décisions, et donc c'est une façon intéressante de dire, voilà, après on ne fait plus de prospective, puisque de toute façon, ce seront d'autres acteurs. Alors, évidemment, j'ai mis un smiley, et le but c'est de vous faire sourire, néanmoins, il y a des gens qui prennent ça très au sérieux, en disant, le réchauffement climatique n'est pas un problème. En 2040, les ordinateurs auront trouvé la solution. C'est pas la peine. Nous, on est trop bêtes, on n'y arrivera pas. Mais ça va être fini. Et ce raisonnement s'applique à la pauvreté dans le monde, à tout ce que vous voulez. Donc, c'est un truc... C'est assez intéressant. C'est amusant de discuter avec des gens qui sont vraiment persuadés que ce moment va arriver. Là, vous avez une illustration tirée de Transcendance, hein, avec... je ne suis pas doué avec le nom des gens, mais c'est pas grave. Donc, c'est un bon film américain qui illustre complètement ce principe de la singularité. C'est effectivement, au moment où le héros a réalisé son intelligence artificielle qui dépasse l'être humain, tout d'un coup, elle se met à faire plein de choses et la vitesse, le progrès de l'humanité passe sur une vitesse supérieure avec les questions que ça pose derrière. Alors, le point sur lequel je vais attirer votre attention, c'est qu'il y a plusieurs morceaux, plusieurs parties dans ce raisonnement. La première consiste à dire, on est sur un rythme de croissance exponentielle des technologies, on va avoir des machines beaucoup plus rapides d'un facteur 1 million que ce qu'on a aujourd'hui. Et ça, c'est probablement exact. On va y revenir un peu plus tard, mais c'est... Donc, on devrait obtenir des puissances de raisonnement et de connaissance très nettement supérieures. Alors la question et ça c'est aussi probablement exact. Après on en dit donc on aura une machine plus intelligente que nous. Et ça c'est probablement faux. En tout cas on ne sait pas. En tout cas là il y a une énorme court-circuit ou rapidité dans le raisonnement qui reste à démontrer. En revanche, il est probable que quand on aura des machines 1 million de fois plus rapides, et avec les progrès qu'on fait de manière constante, on va faire des choses que je serais bien incapable de prévoir. Néanmoins, ayant dit ça, je voudrais creuser un peu, donc j'ai des slides qui sont plutôt animées et amusantes, mais là j'ai une slide un peu plus compliquée, un peu plus abstraite, parce que c'est un peu le point pivot sur la singularité. Donc ce que j'essaye de représenter, hein, c'est très symbolique, c'est pas du tout quantifié. Voilà, nous sommes dans un monde où la technologie progresse de manière exponentielle. Je fais cette hypothèse en tout cas dans les quelques décennies qui viennent. Donc les machines vont plus vite sur un rythme qui s'accélère. Et on a un ensemble de problèmes devant nous. Et on voit, c'est la courbe verte, que sur certains problèmes, que je vais appeler des problèmes simples, cette accélération se traduit par une accélération des performances. On va de plus en plus vite, et c'est vrai pour beaucoup des activités simples. On a aussi des problèmes qui sont, c'est connu en informatique, on les appelle des problèmes justement non polynomiaux. On a des problèmes pour lesquels, en fait, on a besoin de plus en plus de puissance pour faire des objets plus gros. Et donc, en fait, même si on a des machines qui vont plus vite, on progresse, mais on progresse de manière à peu près linéaire avec le temps. Et si vous regardez un peu ce qui se dit en ce moment dans la web-sphère, c'est l'avis des spécialistes, en disant oui, on fait des progrès en IA, mais alors ils ne sont jamais aussi réguliers que ce que je raconte. Hein, c'est toujours des marches d'escalier. Mais globalement, si on prend du recul, on progresse et c'est plutôt linéaire parce qu'on a des machines qui vont de plus en plus vite, mais on s'attaque à des problèmes de plus en plus compliqués. Donc, ça se compense. On a ensuite des problèmes qui sont complexes parce qu'en fait, quand on avance, on voit des difficultés qu'on n'avait pas vues au départ. Et c'est ça que l'échelle verticale essaye de représenter, c'est notre compréhension du problème au fur et à mesure qu'on avance. Et si je vais droit au but, les problèmes du haut sont des problèmes qu'on a bien compris. Donc, on ne sait pas les résoudre, mais on les a bien compris. Donc, au fur et à mesure que la technologie nous aide, on avance sur la feuille comme prévu. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit, la carte n'est pas le territoire. Donc, les problèmes du haut sont ceux pour lesquels la carte est finalement une assez bonne métaphore, donc on avance. Et puis il y a vraiment tous les autres, où plus on avance, plus on se rend compte que c'est difficile. Et c'est ce qui s'est passé avec la prédiction météo, jusqu'à ce qu'on comprenne qu'en fait, on n'y arrivera pas. Alors, le monde scientifique a inventé un terme rigolo qui s'appelle les wicked problems. Ils sont effectivement
faire un petit Google sur les wicked problems. Ce sont les problèmes où plus on avance, plus on trouve des difficultés qu'on n'avait pas vues au départ. Et si vous réfléchissez, la science, depuis 500 ans, progresse à la vitesse de ses outils. Hein. Dans le petit, c'est avec les microscopes, dans le grand, c'est avec les télescopes. Et au fur et à mesure que la technologie progresse, on se met à mieux voir les problèmes et on les comprend mieux. Et on peut tout à fait imaginer, alors là en empruntant à Saint-Augustin l'idée que les mystères sont les problèmes qu'on n'a jamais fini de découvrir, pensez qu'on a des problèmes mystérieux pour lesquels plus on aura d'outils scientifiques à notre disposition, plus on comprendra qu'ils sont hors de notre portée. Et une conjecture Yves-Cazot totalement personnelle, hein, donc je n'ai pas le début de la moindre preuve, c'est que la mort de la mort est un de ces problèmes-là, c'est que plus on va avancer, plus on va se rendre compte que c'est réellement compliqué à maîtriser. Et je pense même que pouvoir comprendre nos pensées à travers l'IRM et les casques qu'on se met sur la tête, c'est à peu près la même chose. Alors, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, on fait des progrès spectaculaires sur la capacité à comprendre ce qui se passe dans votre cerveau en mettant un petit casque, en utilisant des techniques assez sophistiquées pour interpréter les signaux et deviner un petit peu ce à quoi vous êtes en train de penser. On l'a fait sur les rêves, on l'a fait, on vous fait d'abord un IRM. Pendant que vous êtes réveillé, vous racontez ce à quoi vous pensez, on entraîne le réseau neuronal et après on vous le met et on est capable de savoir si vous pensez à un chien, un arbre, une montagne, et c'est assez spectaculaire. Et donc, il y a beaucoup de gens qui se disent c'est bon, la façon naturelle de parler à un ordinateur dans 20 ans, c'est par la pensée. Et c'est, à mon avis, extrêmement simpliste. Alors, avant de se poser des questions d'éthique, je regarde à peu près je voudrais revenir un petit peu sur ce message important qui est que nous sommes dans une accélération du changement et effectivement, c'est parti, le train va très vite. Dans la dernière conférence, on vous a déjà parlé des NBIC, donc je vais aller assez rapidement. Je vais plutôt vous parler du livre de Michio Kaku, qui est quelqu'un de très intéressant. C'est un physicien, c'est le père de la théorie des cordes, et depuis 15-20 ans, c'est un prospectiviste scientifique, mais extrêmement sérieux, donc il passe sa vie à aller voir les autres prix Nobel, il fait le tour de tous les laboratoires, et il raconte un petit peu sa vision de ce qui va se passer. Voilà. Alors, c'est un exercice de prospective. Ce que je trouve fascinant, c'est qu'il est beaucoup plus prudent que les transhumanistes, mais raconte à peu près les mêmes choses, juste avec des échelles de temps très différentes. Et c'est évidemment ce qui me fascine, c'est que il est assez facile, comme je l'ai fait dans la partie 2, de critiquer le discours transhumaniste en disant vous simplifiez les difficultés, ça va être beaucoup plus difficile. Mais je n'ai pas non plus... Une fois qu'on a dit ça, ça ne veut pas dire que tout est impossible et qu'on peut dormir entre nos deux oreilles et qu'il ne va rien se passer. On a juste dit qu'on est effectivement devant un inconnu. Et alors les NBIC sont fascinantes parce que, comme cela a été dit la dernière fois, mais je vais répéter, nano, bioinformatique et sciences cognitives, ça forme un ensemble de 4 domaines scientifiques qui ont des frontières intéressantes et qui se renforcent. Et le renforcement est spectaculaire. C'est-à-dire qu'effectivement, on utilise tous les progrès en informatique pour faire de la simulation et développer des méthodes en nano et en biologie en particulier. Les progrès en sciences cognitives nous permettent de mieux comprendre, donnent des idées sur comment faire de l'intelligence artificielle, mais aussi, surtout, nous permettent d'utiliser l'aspect biologie et nanotechnologie pour aller manipuler un peu le fonctionnement du cerveau. Et ces boucles fonctionnent absolument dans tous les sens. Je vous ai parlé de cette aventure de la nanorobotique moléculaire. Je vous encourage, c'est assez facile. Il y a des TED Talks absolument extraordinaires sur ce qu'on est capable de faire avec ces petits robots. Et la technologie est à la portée de tous. Et je vais revenir là-dessus un peu plus tard. Dernier élément, les progrès qu'on est en train de faire avec des machines de plus en plus puissantes et des robots autonomes nous amènent à doter nos machines d'émotions au sens non pas anthropomorphe du terme, mais d'une richesse, on va dire, de raisonnement basée à la fois sur des captations de l'extérieur et de raisonnement intérieur. Et quand on regarde ce qu'on est en train de fabriquer, on est en train de fabriquer de la conscience artificielle. Alors, pas au sens philosophique du terme, c'est un sujet qui est extrêmement chargé, il y a beaucoup de débats et de gens très brillants qui expliquent que de toute façon c'est un oxymore, que pas faire de conscience artificielle. Mais si on quitte une seconde le champ un petit peu essentiel de cette question et on se met dans un domaine pratique qui est ce qu'on peut donner à un robot une représentation de lui, du monde, de ses buts, de ce que vont faire les autres, la réponse est oui. Et quand on a mis tout ça,
c'est du Canada Dry de conscience artificielle, ça y ressemble bigrement. Et d'un point de vue pratique, quand vous aurez vous allez croiser dans 20 ans un robot qui aura cette, entre guillemets, fausse conscience artificielle, il vous aura des heures de conversation philosophique pour vous dire, bon, finalement, c'est pas vrai, s'il n'y a pas une conscience. Dans la pratique, il aura tous les attributs d'un objet animé ayant une conscience. Donc là, il y a des choses, ça bouge vite. Ça bouge vite, et l'augmentation exponentielle des technologies que je vous représentais sur l'axe horizontal du petit schéma est à peu près acquise dans les 15 ans qui viennent, parce qu'il faut, entre le moment où on conçoit le début d'une technologie en laboratoire et le moment où elle devient utile, il y a entre 10 et 15 ans. Voilà. Donc on a une certaine visibilité. Par exemple, la loi de Moore qui prédit que la puissance de l'ordinateur, pour faire très simple, double tous les 18 mois, on commence à voir qu'on arrive aux ses limites, mais avec ce qu'on a en labo, on a encore 10 à 15 ans devant nous. Voilà. Donc et c'est vrai pour la vitesse des réseaux, c'est vrai pour le stockage, c'est vrai pour beaucoup de choses. Donc, on va dire jusque 2030, on a devant nous une explosion de la puissance de calcul. On a surtout cette capacité à collecter une image du monde et de la mettre dans un ordinateur, et donc de donner à nos ordinateurs et à nos robots une perception. Et vous l'avez vu tout à l'heure, hein, la perception, c'est l'essence, c'est le point de départ du comportement intelligent. L'université de Tokyo a fait un bras robotisé qui est capable d'attraper un œuf en plein vol ou de jouer au baseball mieux qu'un joueur de baseball. Et c'est pas parce que l'algorithme est intelligent, c'est parce qu'il voit à 50 000 images secondes. Et que quand on voit à 50 000 images secondes, tous ces problèmes qui sont très durs pour nous, comme bien taper dans la balle, deviennent extrêmement simples. Imaginez que vous jouez au baseball avec une balle qui arrive à 5 cm à la minute, vous joueriez très très bien. Voilà. Donc la perception, c'est fondamental. Et là, les robots sont en train de faire des progrès spectaculaires. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une perception du monde meilleure que la nôtre. Et je vous dis, moi j'ai commencé en faisant de l'IA il y a 30 ans, et le problème essentiel dès le départ, c'est ce qu'on appelle le raisonnement de sens commun. Les ordinateurs qui ont fait des systèmes intelligents sont en général très étroits parce qu'ils n'ont pas le sens commun. Pour donner à des robots ou des systèmes intelligents le sens commun, il faut leur donner la capacité d'absorber le monde. Et on y est. Depuis 5 ans, on a des ordinateurs grâce à toutes les caméras que vous avez autour de vous, grâce à vos micros, grâce à vos sensors, etc., grâce aux webcams qu'on a dans les rues. Tout ça c'est en train d'être absorbé. Et on va effectivement vers des systèmes intelligents qui auront la base phénoménologique que n'avaient pas les ancêtres il y a 10 et 20 ans. Les progrès en nanotechnologie permettent d'inventer de nouveaux matériaux. Ça, on est en plein dedans, et c'est évidemment tiré par les progrès en simulation. Et un des domaines, je suis absolument persuadé que si je refais la conférence en 2030, si je veux faire un pronostic, c'est que c'est cette quatrième ligne qui sera la plus spectaculaire. C'est-à-dire que, je veux dire, on a domestiqué le vivant, on ne sait pas tellement encore pour vous réparer, mais alors, par contre, on est capable d'utiliser les bactéries comme usine à protéines, et on utilise le vivant comme une usine à faire la chimie de demain. Et ça, c'est parti. Et les progrès qu'on fait sont spectaculaires. Et tout ce que je vous ai dit en NBIC va alimenter la flamme de ce grand feu de fournaise à connaissance. Et on peut faire le pronostic qu'en 2030, c'est là que les progrès les plus spectaculaires auront été faits. Alors, là, vous avez une photo d'une usine de Foxconn, avec encore beaucoup de gens. Néanmoins, quand on projette un peu ce qu'on est capable de faire avec l'automatisation, on commence à se poser des questions. Donc là, je vais aller vite parce que c'est tellement à l'ordre du jour que vous avez tous lu tous les bons rapports, celui de Frey Osborne en particulier, donc, qui ne donne pas de date, mais en disant, là, quand on prolonge un peu la courbe, il y a une grande partie des emplois qui sont menacés. Le livre de McAfee et Brynjolfsson, le Second Machine Age, montre que ça y est, voilà, on a un peu attendu, mais l'automatisation, elle arrive à grands pas, et il y a une accélération. Et je vous l'ai dit, les usines de Sharp, de Tesla, sont des usines sans humains. Et alors, quid de Foxconn? Puisque ça, c'est une photo de Foxconn, et je vous ai dit, Foxconn avait annoncé en 2014 qu'ils allaient avoir 1 million de robots. Alors, la bonne nouvelle pour nous, c'est qu'ils ne sont pas arrivés. Ils ne sont pas arrivés, mais c'est quand même un peu plus compliqué. Là, vous avez une photo de ce qui se passe chez Amazon, donc avec les robots Kiva. Donc,
il y a toute une partie qui est entièrement automatisée, mais il reste encore des humains pour faire les paquets, probablement pas pour très longtemps, mais l'humain est plus efficace. Mais l'humain qui fait les paquets, il a un casque sur les oreilles, il est commandé par un scheduler qui, lui, est une machine intelligente. Donc on est déjà dans un monde extrêmement hybride. Alors, pour se rassurer, on peut se dire, effectivement, Foxconn s'est rendu compte que ce qu'on fait faire aux 300 000 personnes dans ces usines en Chine, c'est pas encore très facilement automatisable. Ça demande à la fois de la dextérité et une réaction aux aléas. De la même façon, moi j'ai passé un peu de temps à la Singularity University et ce que j'ai entendu n'est pas ce à quoi on s'attendait en disant finalement l'automatisation ne commence pas par les jobs des gens qui utilisent leurs mains chez Foxconn, ça va plutôt commencer par des jobs d'experts pour lesquels on doit reconnaître des patterns et en particulier en reconnaissance de sinistres, de gestion de portefeuille, enfin des choses assez élaborées parce que là, si vous avez les quelques millions, voire milliards d'exemples, vous prenez un réseau neuronal profond et il fait un très très bon job pour classifier. Donc on le voit aussi en traitement d'images médicales, on le voit dans un certain nombre de domaines qui sont des domaines d'experts. Ce qu'on voit arriver, c'est qu'effectivement, plutôt que le robot magique qui remplace l'humain, c'est plutôt l'environnement qui devient entièrement robotisé, qui assiste l'humain, et donc le job est transformé plutôt que remplacé. Alors après, plus on est efficace, moins il y a de personnes quand même. Donc il y a tout un écosystème qui est en train de bouger sous nos yeux. Alors, je pense qu'il va falloir du temps, à la fois parce que, comme je vous l'ai dit, certains des aspects sont difficiles, mais aussi parce que la société va résister. Et heureusement, je dis. Et le cas, ce qui se passe à San Francisco en ce moment, si vous avez suivi un peu, est vraiment intéressant. Il y a un certain nombre d'allers-retours. Il y a une décision qui a été prise début décembre où alors on n'a pas totalement interdit les robots de livraison, mais ils sont extrêmement réglementés. Et le Conseil qui a pris cette décision, la moitié des raisons sont des raisons de sécurité parce que ces robots qui se déplacent en vous amenant des choses, il y a eu quand même quelques accidents, mais l'autre moitié, c'est en disant, tu vois, on va supprimer très vite des jobs, trop vite, et on va créer encore plus de problèmes qu'on a déjà aujourd'hui. Donc, on voit bien que cette transformation, la technologie va la rendre possible, mais la mise en place, c'est un sujet un peu compliqué. Néanmoins, si on se projette un peu et qu'on essaie de voir où on va, et là, je vais m'appuyer sur un des papiers de McKinsey qui fait beaucoup d'articles sur ce sujet-là, mais de manière générale, je trouve qu'ils ont une vision très intéressante. En disant finalement, les activités humaines, pour faire très très simple, il y a de la production, des transactions et des interactions. La production va aller au robot, les transactions vont aller à l'IA, et il va nous rester les interactions. Si la société a eu la sagesse de décider de laisser les interactions entre les mains des humains. Dans ce monde-là, on va vers une ubérisation et automatisation, pour employer des mots à la mode, de tout ce qui est les left brain skills, pour faire du... Donc, je vous rappelle, si c'est pas... La métaphore cerveau droit, cerveau gauche est d'ailleurs assez critiquée, mais elle fonctionne néanmoins assez bien. Elle consiste à dire qu'on a des compétences qui sont effectivement plutôt de l'ordre du calcul, qui sont assez mécanisables, sur les compétences des cerveaux gauche, et des compétences plus de storytelling, d'émotion et de mise en contact, qui sont celles du cerveau droit. Un des grands auteurs best-sellers américains, qui est Daniel Pink, a fait un livre qui a fait sensation il y a 15 ans, qui s'appelait Whole New Mind, où il prévoyait un peu tout ça en disant il est temps d'enseigner à vos enfants les compétences du XXIe siècle, qui sont des compétences d'empathie, de créativité. Et ce qui est en train de se passer donne assez raison à Daniel Pink. Alors, dans ce monde-là, tout ce qui est automatisable devient une commodité. Et avec l'apparition de plateformes majeures et un effet un peu désastreux de winner take all. En revanche, tout ce qui reste et qui prend de la valeur, ça devient les émotions et les interactions. Et donc, notre jardinier qui est du XXIe siècle, finalement, il va venir chez vous, la partie mécanique sera faite par un robot, mais le jardinier va vous raconter une histoire, il va vous vendre une histoire. Alors, si j'avais plus de temps, je pourrais vous développer cette métaphore plus à loisir, mais c'est une transformation sur la base du schéma McKinsey en disant voilà, la valeur humaine est dans l'interaction, c'est là que les jobs de demain vont être, et ces jobs d'interaction vont s'appuyer sur toute une technostructure qui fera la partie production-transaction. Alors, pour démarrer un peu la partie questions-réponses, je pose une quatrième partie sur un petit peu les questions que ça pose devant nous.
Alors, il ne vous aura pas échappé que la vision transhumaniste est profondément individualiste, comme ces charmantes jeunes personnes devant leur smartphone, et elle est essentiellement tirée par la loi du marché, donc l'accès à l'augmentation dépend de votre portefeuille. Et ça pose une question d'équité, c'est-à-dire que quand la taille de votre portefeuille détermine si vous avez un iPhone 8 ou un Xiaomi ou un téléphone chinois, c'est pas très grave. Si ça change votre espérance de vie ou le QI de vos enfants, ça devient plus problématique. Donc, deuxième sujet un peu compliqué, c'est que cette augmentation, à aucun moment vous avez eu dans ma liste d'augmenter l'altruisme, la capacité à aimer les autres, la capacité à créer des relations plus profondes, à développer votre amitié, enfin tout ce qui finalement fait probablement la nature de l'être humain. Donc c'est une vision extrêmement simpliste, et ça a amené Jean-Pierre Dupuis à dire finalement, dans le H+, il y a une tromperie intellectuelle, c'est que avant de faire un plus, il y a un moins. C'est-à-dire qu'en fait, pour s'autoriser de manière éthique à faire sur l'être humain des expérimentations de souris de laboratoire, on va commencer par vous prendre pour une souris de laboratoire. Et je vous laisse réfléchir, parce que c'est très profond cette idée-là, que si vous, pour dormir sur tes deux oreilles tranquillement le soir et le matin revenir dans son laboratoire et bricoler sur l'ADN, il faut avoir une vision extrêmement mécaniste de l'être humain. Si vous n'avez pas ça, à ce moment-là, il y a une voie de la conscience qui va vous tirailler. Et donc, dans le H+, il y a un moins d'abord. Ça ne devrait pas être H+, ça devrait être H-+. Et puis, ce que je vous disais, c'est que évidemment, notre société, qui est le résultat de millénaires ou de dizaines de millénaires d'évolution, a appris à tolérer le fait que certains sont grands, d'autres sont petits, il y en a qui sont très attractifs, d'autres qui sont moins jolis, etc. etc. On sait vivre avec cette disparité. Pas facilement, mais on y est arrivé. Il est absolument pas clair que si on tire cette fois-ci cette gaussienne de la répartition des compétences et des aptitudes, on ne va pas simplement casser le tissu social. Alors, ce qui rend le problème prégnant, pour faire un anglicisme, et ce qui fait que je suis là aujourd'hui, c'est que malheureusement, tout ce dont je parle, c'est en route. C'est-à-dire que le sujet le plus intéressant, c'est la notion d'émergence comme principe d'expérimentation. Donc là, vous avez une photo de la Singularity University. Et je vais commencer par une citation qui a fait couler beaucoup d'encre. Elle date maintenant d'il y a 5 ans. C'est Chris Anderson qui a dit « Le déluge de données rend la méthode scientifique obsolète ». Donc la méthode scientifique consiste à dire « J'observe, je fais un modèle, je collecte des données et les données invalident ou n'invalident pas mon modèle ». Et Christopher Anderson dit « On a tellement de données qu'on se passe de l'étape modèle, on teste des trucs, et puis si ça marche, c'est bien, si ça ne marche pas, tant pis, on passe à autre chose. » Alors, la phrase a été critiquée parce qu'évidemment, elle est un petit peu à l'emporte-pièce, et qu'il y a une grande partie des challenges devant nous qui ne se traitent pas comme ça. Mais néanmoins, elle reste profonde. Elle reste profonde parce que dans la plupart des laboratoires aujourd'hui, les gens qui font des NBIC, ils sont en mode expérimentation. C'est-à-dire qu'ils manipulent des choses extrêmement complexes. Personne n'a le bon modèle pour décrire ce qui est en train de se passer dans les interactions qu'on produit. Qu'on soit en train de faire un robot avec une IA autonome, qu'on soit en train de faire de la manipulation de protéines pour fabriquer des nouvelles propriétés. Enfin, toutes ces choses-là sont faites avec une grande culture de l'expérimentation. Alors, on pourrait arguer que dans l'histoire des sciences, il y a beaucoup des grandes découvertes qui ont été faites comme ça. Et c'est vrai. C'est juste que la boîte à outils, comme vous l'avez compris, elle a changé un peu de dimension. Alors, la Singularity University, qui avait tiré son nom du concept de singularité, s'est rendu compte que c'était un peu anxiogène. Donc, moi, j'y ai passé une semaine absolument passionnante. Et le nouveau pitch est beaucoup plus sympathique. Il consiste à dire on va appliquer les technologies exponentielles pour résoudre les grands problèmes de l'humanité. Donc ça, c'est effectivement... à l'action, c'est ce que c'est un loup déguisé en mouton. Parce que pour résoudre ces grands problèmes, on est toujours quand même dans une approche utilisant la technologie exponentielle et on verra bien ce qu'on peut en tirer. Et les mêmes personnes qui vous font ces discours très satisfaisants intellectuellement vous expliquent, et en plus ils ont raison, qu'aujourd'hui, grâce à ces technologies exponentielles, n'importe qui peut être un designer généticien.
Et là, j'ai pas le temps, mais le nombre d'histoires de gamins avant le bac qui ont téléchargé sur Internet un petit kit et ont fabriqué leur mouche qui brille, leur verre qui fait ceci, etc. Il y a de quoi y passer la matinée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des enfants intelligents, mais entre 16 ans et 18 ans, qui ont accès à Internet, peuvent se faire un kit pour préparer des nouvelles espèces vivantes. C'est extrêmement facile. C'est d'autant plus facile que quand ils tombent sur un os, ils postent. Il y a plein de communautés, ils disent ben voilà, j'arrive pas à faire ça. Il y a toujours une bonne âme qui leur dit ben voilà, il te manque tel outil, va télécharger tel truc. Et alors c'est ahurissant ce qu'on peut se faire livrer chez soi avec une carte de crédit et un tout petit budget. C'est pas de la. Donc ça pose la question suivante. C'est ce qu'on est là. Vous avez un malheureux enfant en Chine en train de nager face à la prolifération des algues. Et j'ai pris cette image parce que ce problème de la prolifération, il est quand même vraiment, vraiment inquiétant. Alors mon point de départ, et c'est là qu'on n'est pas forcément d'accord, en tout cas c'est que malheureusement je pense que le principe de précaution est inopérant. Il est inopérant parce que pour qu'il s'applique, il faut qu'on sache de quoi on parle, qu'on puisse au moins poser un espèce de framework sur où on va appliquer nos précautions. Donc bien entendu, le principe de précaution prévoit qu'on n'a pas tout maîtrisé et que justement on veut appliquer de la précaution, mais là on est dans un degré d'incertitude qui est tel que si on l'applique stricto sensu, on ne fait plus rien. Il devient complètement bloquant. Et ça, on pourra avoir un débat. Personnellement, je pense que ce n'est pas une bonne idée, parce que la situation du monde dans lequel on est, avec le réchauffement climatique et tout ça, nous oblige à bouger. Moi, je ne crois pas à l'immobilisme, je pense que le progrès scientifique a un sens et qu'il faut bouger. En revanche, on ne peut pas se dire on va bouger dans le corridor sûr. Il n'existe pas. Voilà. Et c'est ça, la slide d'avant, essayez de vous dire ça. On est rentré dans un monde où la notion d'avancer d'un point de vue précautionneux, malheureusement, n'a pas beaucoup de sens. Jean-Claude Amezen, qui est un des grands biologistes français et président du comité d'éthique, est quelqu'un qui a vraiment beaucoup réfléchi. À la fin des fins, quand il fait des interventions, il dit « Moi, j'ai qu'une seule obsession, c'est l'irréversibilité. » C'est-à-dire effectivement que tous ces gens-là qui sont dans des laboratoires en train d'essayer des choses, un jour, ils vont faire quelque chose qui est tout simplement irréversible. Alors, si on prend les deux au sens le plus fort, on va se dire donc on ne fait plus rien. Si malgré tout on veut faire quelque chose, alors on a beaucoup réfléchi à l'Académie des technologies et à l'Académie catholique, et on s'est dit finalement, et ce n'est pas une bonne solution, mais c'est la moins mauvaise qu'on ait pour l'instant, ce principe de non-prolifération, il est quand même essentiel. Comme pour le nucléaire, on se dit, s'il faut explorer, autant savoir où on explore et s'assurer qu'on prend le maximum de précautions. Et alors vous allez dire, mais il revient sur ces mots, j'y comprends plus rien. C'est très différent de dire j'applique le principe de précaution parce que je crois que je maîtrise ce que je fais, et dire je suis en train de faire des technologies expérimentales, je prends le maximum de précautions, ce que n'importe qui fait en biochimie mais je n'ai pas l'illusion de croire que c'est safe. C'est-à-dire que je suis l'humanité est en train de découvrir des nouveaux chapitres de son histoire, et c'est pas sans danger. Néanmoins, comme c'est pas sans danger, on voudrait savoir où ça se fait, comment ça se fait, et que ça ne se fasse pas n'importe où. Alors, pour être très franc, il y a la moitié des gens qui pensent que c'est trop gentil. Donc. Et après, dans ceux qui pensent que, bon, ok, faisons la non-prolifération, on va dire, mais c'est plus possible. Puisque n'importe quel gamin peut faire ça chez lui, c'est pas possible, on n'arrivera jamais à tout maîtriser. Et alors c'est là qu'il y a un twist, c'est que la technologie d'aujourd'hui, dont on se plaint amèrement que c'est un Big Brother extraordinaire et qu'on a vu au début, elle vient à notre secours. C'est qu'en fait, en utilisant toutes les technologies dont je viens de parler, la traçabilité, l'IA, le machin, le big data sur les transactions, les caméras partout, on peut quand même faire de la non-prolifération de manière assez efficace. C'est-à-dire que c'est pas vrai que c'est un combat perdu d'avance. C'est-à-dire que de temps en temps, le côté un peu effrayant des nouvelles technologies peut aussi aller dans le bon sens. C'est d'ailleurs tout le débat sur la cybersécurité, qui est que ce sont les mêmes technologies qui nous font peur, mais ce sont aussi ces technologies qui peuvent nous protéger contre le cybercrime ou même contre le terrorisme. Donc c'est un sujet difficile, donc je pourrais répondre on pourra avoir un débat juste après. Je vais terminer sur deux idées simples, mais qui me semblent essentielles. La première, c'est que l'homme n'est pas un idéal pour la machine, et que donc il ne faut pas faire, là vous avez une illustration de Real Humans, des robots qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à des humains. C'est extrêmement dangereux. Alors c'est dangereux d'abord parce qu'en fait c'est très trompeur. C'est-à-dire nous avons tous des neurones miroirs. Les neurones miroirs fonctionnent dès que je vous regarde. En fait, je lis votre
votre visage et je rejoue dans mon cerveau ce que je pense que vous êtes en train de penser ou de faire. C'est incroyablement puissant. J'ai vu chez IBM une tête où il y a juste des yeux, des sourcils, une bouche et qui fait un effet miroir. On est persuadé qu'on a un être vivant en face de toi. Et il y a zéro IA, il y a zéro. C'est juste complètement biomécanique, c'est complètement stupide. Donc la partie des neurones miroirs, elle est câblée au niveau très bas, là, elle est extrêmement simple. Et c'est très très facile de nous tromper. Et donc, si on fait des robots qui ressemblent à des hommes et qu'on leur donne un minimum de capacité à nous observer, de nous faire des souris au bon moment, on va se prendre les pieds dans le tapis et on va tromper nos malheureux concitoyens. Donc je pense qu'il y a un vrai danger. Et en plus, dès qu'on rajoute un peu d'intelligence et d'autonomie à ce robot, alors là, il y a même, c'est plus dans le jeu, c'est un vrai malaise. Vous pouvez faire un Google sur Uncanny Valley, c'est la vallée étrange. Il y a un certain nombre de chercheurs qui se sont rendus compte qu'il fallait vraiment faire attention. Et puis le dernier point, vous vous rappelez, je vous ai dit, la production va disparaître, transaction c'est pour l'IA, donc il nous reste l'interaction. Et la bonne nouvelle, c'est que si on réfléchit un peu à notre société, il y a des tas d'interactions qui méritent des tas d'emplois. Donc on peut imaginer un futur heureux, entre guillemets, avec beaucoup de robots et d'IA, du moment qu'on a bien respecté ou séparé, ou qu'on a évité de faire ce qu'on commence à voir, qui sont des robots d'interaction, des robots d'agrément. Et de manière symétrique, la machine n'est pas un idéal pour l'homme, c'est-à-dire qu'indépendamment de Oscar Pistorius, dont on est content qu'il puisse marcher avec ces jambes artificielles, il ne s'agit pas de faire de tous les hommes des machines améliorées, parce que, et alors là j'emprunte ça à Xavier Lepichon, qui est membre de l'Académie des sciences et aussi membre de l'Académie catholique, une grande partie de la valeur de l'humanité en tant qu'écosystème et aussi de nous en tant qu'individus vient de notre fragilité. Donc c'est quelque chose qui est à la fois une chose assez profonde, un peu morale, mais aussi quelque chose d'assez systémique. Et l'intérêt des travaux de Xavier Lepichon, c'est qu'il montre que dans les grands systèmes, ce sont les parties fragiles qui sont les parties qui changent. Ce sont elles qui absorbent les chocs, ce sont elles qui absorbent la transformation et l'évolution. Donc quelque chose de très profond et de très beau dans cette idée que notre fragilité est ce qui nous permet d'affronter le futur. Et si on se transforme en machine en inox sans faille, on deviendra figé. Et donc il y a quelque chose de tout à fait passionnant. L'autre point qui est un peu une évidence si on prend du recul, c'est qu'une grande partie de ce qui fait notre plaisir quand on va dans les musées et quand on écoute, quand on fait l'expérience d'œuvres artistiques, c'est justement toute la complexité et la richesse de nos émotions, et que si on passait tout le monde au Prozac 3.0, on serait probablement en train de diminuer le patrimoine culturel pour les générations à venir. Et puis pour finir, pourquoi la machine n'est pas un idéal pour l'homme, c'est que profondément, notre compréhension de ce qui fabrique la cohérence de la société dépasse notre compréhension. C'est-à-dire on a hérité d'un système merveilleux qui est la communauté humaine, et il est totalement illusoire de penser qu'on comprend ce qui fait qu'elle fonctionne. Et donc ce jeu d'apprenti sorcier voulant faire de nous des petites machines est extrêmement dangereux. Alors pour conclure, une conclusion avec 3 chocs. Parce que je pense que néanmoins, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui et pas à Clermont-Ferrand, c'est parce que je suis assez passionné par ce sujet, on a 3 chocs devant nous. Je ne sais pas les dater, parce que vous avez compris que je suis très méfiant sur les gens qui ont tout compris et qui savent ce qui va se passer. Moi, je ne sais pas ce qui va se passer. Néanmoins, je vois 3 chocs qui sont très probables, et puis je vais essayer de vous dire ce qu'on peut faire face à ces chocs. Le premier choc, quand même, c'est que le travail tel qu'on connaît va changer radicalement, pour une très grande majorité des gens. Voilà. Et celui qu'on connaît, on va dire, dans les pays développés. Le travail de demain, si on voit cette progression vers l'aspect empathique, émotionnel, interaction, c'est pas une mauvaise nouvelle. C'est un travail qui est intéressant, qui a plus de sens, mais il y a besoin de bouger notre logiciel, de bouger nos valeurs. Donc c'est assez compliqué. La deuxième chose, c'est que la fracture de l'augmentation, malheureusement, je la vois arriver. C'est-à-dire que je ne sais pas répondre à la question qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter l'explosion de l'eugénisme avec les designers baby. Je ne sais pas comment faire pour empêcher l'utilisation de drogues qui vont nous rendre plus performants, plus intelligents. Donc il y a un certain nombre de choses qui vont arriver. Donc on ne va pas devenir immortel, mais on va dans un monde où on aura accès, en fonction de son statut social et de ses moyens économiques, à des techniques d'augmentation. Et
face à ça, face à ce monde dans lequel les inégalités vont augmenter, on a un challenge collectif sur la société qu'on doit inventer. Et pour finir, le troisième choc, c'est celui des objets autonomes et intelligents. La voiture, elle va se contenter de vous conduire d'un endroit A à B, donc ça va vous faire sourire, ça va vous surprendre, mais ça ne va pas vous inquiéter sur qui vous êtes. Il y a d'autres robots qui seront plus inquiétants, et il y a déjà un certain nombre de livres intéressants qui ont été écrits sur l'angoisse de l'homme face à un robot qui sera autonome et intelligent. Donc là, on a aussi devant nous, on a du temps, parce que si vous regardez le robot Atlas, là, il est très impressionnant parce qu'il fait des saltos. Il n'est pas encore très smart, en tout cas, s'il ne le dit pas. Il y a le robot Sophia, là, que vous avez peut-être vu aussi, qui, au contraire, un robot fait pour faire du test de Turing, donc fait pour faire du dialogue, mais c'est quand même encore le début. Quand on va mettre tout ça ensemble, on va obtenir des objets qui vont nous poser des vraies questions. Et maintenant que je vous remercie, donc je pourrais vous faire parvenir, si vous avez envie de creuser ça de manière ludique, il y a d'excellents films et quelques livres qui sont un peu plus sérieux pour aller plus loin. Merci beaucoup à Yves Cazot. On a quelques minutes encore, donc peut-être j'ouvre si quelqu'un veut poser une question ou l'autre à M. Cazot. On a 5 minutes. M. Pellabeuf. Fort. Bonjour monsieur, merci pour cet exposé. Tout ce que vous avez défini comme analyse philosophique de cette société va se développer. Toutes les analyses technologiques de ce qui peut nous arriver me semblent encadrées par un esprit chrétien ou post-chrétien. Tous ces problèmes exposés peuvent tomber dans les mains d'autres cultures, d'autres civilisations, mettons la chinoise, mais il peut y en avoir d'autres. De plus, nous sortons des puissances étatiques dans de nombreux domaines, et vous l'avez évoqué ici. Qu'est-ce qu'il faut, nous, aujourd'hui, Français du XXIe siècle, faire, étudier, apprendre, pour contrer si ces phénomènes sortent de la main de sociétés post-chrétiennes et des États? Alors, c'est une très bonne question parce que c'est déjà arrivé. Le point de départ, moi, de mon intérêt, ça a été de noter la montée très forte du bouddhisme chez les biologistes et les gens qui font ce genre d'expérience. Et ce n'est pas du tout par hasard. C'est parce qu'effectivement, et là il faut lire Francesco Varela, il faut comprendre que le bouddhisme vous permet de voir l'homme comme un processus, puisqu'on peut se débarrasser. Je vais aller très vite et je ne suis pas un spécialiste, donc je vais peut-être dire des bêtises, mais vous comprendrez l'idée. Le bouddhisme permet de se voir comme un processus et en faisant l'abstraction du soi. Tant qu'on a un soi, c'est-à-dire le Yves Cazot qui vous parle, et Yves Cazot dit quand je suis rentré dans la salle, c'est le même, c'est ce que je pense profondément avec les tripes. Et tant que je pense ça, il y a des manipulations que je ne vais pas m'autoriser à faire. En particulier, le fait de prendre mon processus intellectuel et mettre dans une machine et dire après on se débarrasse de ce truc-là qui ne sert plus à rien, j'ai du mal, moi, personnellement. Si je suis persuadé que je suis avant tout un processus cognitif et que le reste, c'est une espèce de substrat, tout d'un coup, ces recherches-là ne me font plus peur du tout. Donc, là, c'est pour dire, vous avez raison, il y a un sujet absolument passionnant de la correspondance entre son schéma de pensée spirituel, moral, philosophique et la liberté d'expérimentation qu'on va se donner. Alors, pour la deuxième question qui est qu'est-ce qu'on doit faire, nous, c'est très compliqué. Si j'avais ma réponse simple, c'est de valoriser notre corporité et notre fragilité. Voilà. C'est pas, ce qui est loin d'être simple d'ailleurs, mais en tout cas, c'est un point de départ. J'ai ma conviction, et que je vais partager en tant que chrétien, c'est de se replonger dans les racines de l'Eucharistie. Voilà, c'est pour les chrétiens dans la salle. Je pense que le XXIe siècle, si on traverse, ça sera de nouveau un siècle de l'incarnation, et ce qui nous distingue nous, en tant que chrétiens, c'est la croyance dans l'incarnation. Ça, là, je sors un peu du sujet. Moi, je parle plutôt en tant que scientifique. Oui. Vous avez dit, il me semble, que l'homme était capable de transmettre, s'il en a les moyens financiers, de transmettre à ses enfants ce potentiel. Mais qu'en est-il des petits-enfants?
Parce que la génétique réapparaîtra forcément. Donc, qu'est-ce qu'on fera pour les petits-enfants qui risquent d'être génétiquement débiles? Alors, c'est... Oui, mais alors l'hypothèse qu'on fait, alors il faut lire là le dernier livre de Laurent Alexandre, parce que c'est l'intérêt de Laurent Alexandre, c'est qu'il tire toujours un peu loin sur le fil, mais il permet de poser les questions, mais avec beaucoup d'acuité. L'hypothèse qu'on fait, c'est que vous avez les 150 000 $, vous faites votre designer baby, il a un QI de 160, il gagnera bien sa vie, il aura les 150 000 $ pour que les petits-enfants, etc. C'est ça la vision optimiste des choses. Est-ce que je la partage? Non, mais en plus je ne suis pas compétent, je ne vais pas vous... je ne sais pas ce qui se passe quand on en arrive là. En tout cas, l'espoir des gens qui vont faire ça, c'est effectivement... c'est donner le maximum de chance à ses enfants. Alors ça, c'est quand même une racine très profonde de l'humanité. C'est-à-dire que je suis prêt à parier. C'est pour ça que je suis pessimiste dans ma dernière slide de conclusion. C'est que je suis persuadé que même dans la salle, là, si on a les moyens de donner plus de chance à ses enfants et qu'on croit que c'est sans risque, alors, on le fera. En tout cas, une majorité le feront. Suffisamment de gens le feront. C'est bien pour ça qu'on a un problème, d'ailleurs. Oui, parce que la génétique aura toujours le pas sur ces manipulations. Oui, alors ce que je pense, c'est qu'on va forcer et qu'on va aller vers des catastrophes, effectivement. Voilà, il est l'heure. Je veux remercier du fond du cœur M. Cazot de son intervention qui nous a présenté la complexité des évolutions technologiques, mais aussi la complexité des enjeux de ces évolutions. Cette conclusion sur la fragilité, qu'on peut aussi appeler la vulnérabilité, me semble particulièrement importante. Je pense en particulier que nous allons vers le mystère de Noël et qu'il y a quelque chose à regarder dans la crèche qui nous explique aussi quelque chose de très profond justement sur ce mystère de la vulnérabilité, la fragilité qui fait partie de la nature humaine. De fait, le défi, c'est qu'on est appelé à devenir plus humain. Voilà. Encore plus humain dans ce contexte-là. Donc, merci infiniment, Monsieur Cazot. On était heureux de vous écouter et on pourra vous réécouter sur le site proclero.com dans quelques jours, je pense. Vous pouvez aller récupérer la vidéo qui a été faite ce matin. Permettez-moi encore quelques petites informations. Vous trouvez d'ailleurs aussi sur le site proclero.com les vidéos des précédentes interventions. Je ne pense pas nécessairement à celle du mois de septembre, je pense plus en amont aussi. Vous trouverez celle de Jean-Dominique Sénard, le président du groupe Michelin, qui avait été le premier à être filmé d'ailleurs dans les conférences Procléro. Donc n'hésitez pas, c'était aussi une excellente conférence. Autres informations, vous avez trouvé sur vos chaises la lettre d'information sur Procléro, la lettre 2017 qui vient de sortir. Donc profitez de lire un peu les actualités de ce que nous avons pu vivre cette année dans le cadre du fonds Procléro. Regardez en particulier la performance, puisqu'elle est très bonne du fonds. Aujourd'hui, vendredi, c'était 8,31. Donc une très bonne performance pour l'année dans le cadre du fonds. Donc c'est l'occasion pour moi de remercier du fond du cœur les équipes de gestion de groupe Mescar et puis vous encourager aussi à souscrire à Procléro. Vous savez que ça sert à la formation des séminaristes et vous savez aussi qu'il ne cesse d'augmenter en nombre. Donc ça veut dire que Procléro doit aussi augmenter en encours. Donc merci. Et vous avez aussi à la sortie, vous pouvez vous servir des cahiers Pro Persona. On en avait parlé déjà la dernière fois. Il y en a d'autres qui sont sortis depuis notre conférence de septembre. Vous avez un cahier qui est sorti sur l'argent, vous en avez un sur le marché, vous en avez un sur l'éthique et un qui vient de sortir ou qui va sortir aujourd'hui, je crois, sur la solidarité, mais que vous pouvez les prendre à la sortie. Surtout, vous pouvez vous abonner en ligne. Parce que le papier coûte cher pour nous, donc vous pouvez vous abonner en ligne, propersona.fr, nom, prénom, adresse mail. Donc vous n'avez pas de big data, on ne veut pas avoir votre numéro de téléphone, on ne veut pas avoir votre adresse postale, on n'en veut pas. Voilà, juste votre nom, votre prénom, votre adresse mail. C'est gratuit, abonnez-vous. Chaque fois qu'il y a un cahier qui sort, vous le recevrez directement sur votre mail. Et puis abonnez ceux qui peuvent être intéressés autour de vous, puisque c'est gratuit. Soyez larges et magnanimes. Voilà. Je vous annonce un autre événement organisé par le réseau Optique. Le réseau Optique, c'est un réseau
qui est dirigé par le père dominicain Éric Salobir. Il y aura au Bernardin le 22 janvier de 17h à 19h30 une rencontre qui s'appellera Révolution technologique. Donc on est dans le sujet, c'est pour ça que je vous présente cela. Révolution technologique, vers quelle société ? Ce sera au Bernardin à 17h le 22 janvier. Et vous aurez autour de la table le cofondateur de LinkedIn, vous aurez la directrice financière de Google et d'Alphabet, vous avez des gens de McKinsey, vous avez des gens et puis vous avez le secrétaire d'État au numérique, donc qui vont réfléchir à des questions qui sont proches de celles que nous avons évoquées aujourd'hui. Donc si ça vous intéresse, je vais vous envoyer un mail pour ceux qui veulent y aller. Procléro, les gens de Procléro sont particulièrement privilégiés pour aller à cette réunion, à ceux qui sont intéressés en tout cas. Et puis, dernière information, la prochaine conférence Procléro aura lieu ici même le 20 mars à 8h30, comme d'habitude, avec un petit café croissant avant. Elle sera donnée par le professeur Emmanuel Brochier, qui est titulaire de la chaire de philosophie de la nature à l'IPC, donc l'Institut de philosophie comparée à Paris, et qui s'est spécialisé depuis plusieurs années sur le transhumanisme. Et lui, je pense que ce sera encore dans la suite de votre intervention, parlera des enjeux anthropologiques du transhumanisme. Voilà, donc quelque chose qui va être vraiment dans une belle continuité par rapport à ce que nous avons entendu aujourd'hui. Vous êtes le bienvenu pour y venir, évidemment, le 20 mars. Voilà, et au nom du groupe MESCAR, du comité de pilotage de Procléro, du comité de ProPersona, de la communauté Saint-Martin, des prêtres, des séminaristes que vous soutenez, je vous souhaite un très bon Noël, de lumière, de paix, de joie. Profitez de regarder la crèche. Elle dit pas mal de choses sur ce que nous avons évoqué aujourd'hui et sur les enjeux qui nous attendent. Voilà. Et beaucoup de joie familiale chez vous. Très bon Noël et donc au 20 mars à 8h30. Merci.